Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 25 avril 2021 et nous avons le plaisir de recevoir Alioune Tine dans votre émission Le Jury du dimanche, iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV et iMedia.sn. Alioune Tine, qu'on ne présente plus, il est quand même le fondateur d'Africajom Center, ancien président de la RADDHO. Bonjour Alioune. Bonjour Mamoudou. Figure de proue de la société civile sénégalaise et africaine, vous étiez tout récemment encore le directeur exécutif d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'ancien président du comité sénégalais des droits de l'homme que vous avez été a été également un expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali. Alioune Tine, vous êtes donc une voix autorisée. Et cette voix est aujourd'hui sollicitée pour analyser et commenter aussi bien les questions domestiques comme la problématique de la jeunesse et les désaccords récurrents entre le pouvoir et l'opposition dans notre pays, que l'actualité brûlante en Afrique, notamment la mort du président tchadien Idriss Déby Itno, qui était considéré comme un pilier essentiel de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Alioune Tine, commençons d'abord par cette pénurie de carburant à Dakar du fait d'une grève des camions-citernes, des chauffeurs de camions-citernes. Vous en avez souffert? J'en souffre, oui. Je suis dans l'incertitude comme la plupart des Sénégalais aujourd'hui. Je vais faire comme tout le monde, aller faire la queue pour avoir un peu de carburant. Mais je pense qu'il faut, c'est mon avis, trouver rapidement la solution. Comme je suis tout le temps du côté des travailleurs, et vraiment à satisfaire, bien sûr, les revendications de ces travailleurs. C'est vital. Et c'est extrêmement important. Du 1er mai, c'est pour bientôt. Hein. Absolument, oui. Absolument. Oui. Mais une grève quand même subite qui a pris beaucoup de monde au dépourvu. Ah, ça nous a pris au dépourvu. Mais bon, les travailleurs également utilisent, si vous voulez, les moyens à leur disposition pour faire les pressions, pour avoir les résultats rapidement. Dieu fasse qu'ils soient entendus. Alors, parlons de la question de la jeunesse et de l'emploi avec le Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Je vous ai vu publier une vidéo d'ailleurs de la rencontre sur Twitter. Peut-on vous considérer comme un passionné de la problématique jeunesse et quelles réflexions vous inspirent justement les mesures annoncées par le chef de l'État? Écoutez, moi je pense que l'initiative est bonne. Il y avait une véritable rupture entre le pouvoir et la jeunesse. Je pense que le mois de juin dernier, avec les pirogues qui partaient pour l'Europe, il y a eu des centaines de morts sur les plages. Et comme je suis dans les réseaux sociaux, les jeunes avaient demandé au pouvoir de décréter quand même des journées de deuil. Le pouvoir ne l'avait pas fait, les jeunes eux-mêmes avaient décrété leur journée de deuil. J'ai suivi. Et puis ensuite, on a vu la crise du mois de mars, où les jeunes étaient très massivement impliqués. Il me semble que la rupture, on peut dire, entre les autorités et la jeunesse, quand même, c'était net. Donc, je me dis que le président a fait de la métacommunication, communication de rectification. Et donc, c'était un rituel de reconnaissance mutuelle. Ils se sont assis et ils se sont expliqués. Je pense que pour une première étape, c'était nécessaire. C'est physique, c'est subjectif, c'est le contact. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu une césure profonde, si on vous suit, hein, entre le pouvoir et la jeunesse? Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Nous avons quand même près de 16 millions d'habitants. Les 60% de la population sénégalaise, 17 millions, oui. Voilà, 17 millions, 60%, c'est des jeunes de moins de 25 ans. Et la plupart du temps, sans perspective, sans avenir, sans futur.
n'ont pas de travail. Alors, ce qu'on voit dans cette jeunesse, il y en a qui se disent, écoutez, quitte à mourir, mais il faut déserter cet enfer qu'on est en train de vivre. Parce que c'est un enfer quand vous ne savez pas que vous pouvez travailler, fonder une famille, gagner votre vie. Donc, c'est d'abord l'immigration suicidaire. Ça, c'est une des voies de l'imaginaire des jeunes pour leur solution et pour leur avenir. L'autre imaginaire, on le voit, c'est pour ça que c'est extrêmement important de se consacrer à la jeunesse. La plupart quand même de cette génération, c'est les mêmes qu'on trouve au Sahel, dans le Boko Haram. C'est les mêmes qu'on trouve également aussi, si vous voulez, dans le Sahel. Donc au Mali, au Niger et ailleurs. C'est la même génération. Et la troisième génération, c'est mon analyse, hein. C'est les Felimbi, c'est les Yanamar, donc qui restent et qui font la révolution. C'est une caricature, mais c'est les trois types de jeunes. Si bien qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir des États qui fonctionnent et des sociétés qui fonctionnent en marginalisant et en excluant les jeunes. Ce n'est pas possible. Alors, il y a eu donc ce conseil présidentiel. Considérons qu'il s'agissait d'un dup entre le président et la jeunesse. Est-ce que vous avez le sentiment que les deux parties se sont parlé et qu'elles se sont compris? C'était quand même intéressant. J'ai vu des filles entrepreneurs qui donnaient des exemples, qui parlaient de leurs problèmes. J'ai vu les handicapés, entre autres. C'est même la plupart du temps, si vous voulez, des gens qui sont marginalisés. Je suis vu à la télé, hein, parce que comme j'ai diffusé une vidéo, les jeunes, ils ont dit que le jeune Alioune était même là-bas. Ça veut dire qu'il ne faut pas quand même que les gens se disent que les problèmes de la jeunesse et l'intérêt qu'on doit porter à l'emploi des jeunes, ça ne doit être que l'affaire des jeunes. Ça c'est l'affaire de tout le monde. C'est bien qu'il y ait des jeunes, des vieux pendant cette manifestation. Donc, j'ai vu les Jakartaman que le président dit, mais tiens, mais vous, même ce qu'il vous faut maintenant, c'est un tricycle. C'est un peu ce qui se passe au Nigeria, c'est le modèle. Donc, ça a discuté. Comme on dit, il y a une bonne séance d'explication. Maintenant, le problème, c'est pas ça. C'était nécessaire, ça. C'était nécessaire, ce contact. Oui, c'était nécessaire, cette écoute. Oui. Mais l'essentiel, c'est de résoudre les problèmes de la manière la plus concrète. L'adoption d'un plan d'urgence pour l'emploi, Ryundaouni, a été annoncée sur le champ avec une projection sur 443 000 emplois et auto-emplois qui seront créés. Vous pensez que c'est la bonne réponse? Vous savez, on ne peut pas dire comme ça, quand les gens sortent des réponses comme ça d'une salle de réunion, que c'est la bonne réponse. Il est évident que entre, si vous voulez, les promesses, les propositions et leur application concrète, il y a quand même toute une distance. Bon, moi je ne suis pas spécialiste, mais d'habitude, ce qui peut créer de l'emploi ici, c'est le secteur privé. Comment ils peuvent le faire? Ceux qui ont aussi l'expérience, ceux qui ont l'expérience, nous avons créé une entreprise, on a commencé à travailler, des PME. Je pense que ceux-là aussi, je pense que c'est si vous voulez, c'est des gens qu'il faut voir comment il faut les aider pour renforcer. Mais sinon... Et surtout que ce secteur privé ne soit pas lui-même sinistré. Le secteur privé est très sinistré. Je les ai rencontrés. Le secteur privé est véritablement sinistré. Donc, c'est une réflexion globale à la fois sur le secteur privé et sur les réponses. Donc, ce débat sur la question de l'emploi, c'est un débat qui doit impliquer aussi, si vous voulez, secteur privé, État, jeunesse. Maintenant, comment trouver les solutions? Je ne pense pas qu'on peut sortir une solution comme ça par un coup de baguette magique et que ça marche. Parce qu'on a eu beaucoup d'expérience depuis ce qu'on appelle les maîtrisards chômeurs avec Abdou Diouf, à qui on a donné plein d'argent. Il y a l'ADER,
qui suscite beaucoup de débats. Donc, ce n'est pas facile. Avec, si vous voulez, l'état de nos sociétés, l'état de nos institutions, l'état de notre secteur privé. Donc, il faut ensemble travailler, avoir des initiatives et avoir un débat le plus large possible. Je trouve que le débat le plus sain auquel on assiste à l'heure actuelle, un débat qui fait sens, c'est ce débat sur l'emploi. Parce que je vois quand même qu'il y a Mimi Touré dedans. Je vois aussi, c'est Dani Gueye. Oui, Bougane Gueye. Bougane, j'ai vu hier, il parlait d'emploi, je vois Mimi qui parle d'emploi, que d'autres parlent d'emploi. Ce débat, il est sain. Personne n'a la solution, hein. Même si vous avez les moyens, la solution pour dire, voilà, on fait ça, ça va marcher, non. Mais si effectivement tout le monde réfléchit, et si on réfléchit ensemble, je pense qu'on peut trouver des solutions. Moi, c'est ça que je préconise. 493 000 emplois, on est toujours dans les chiffres, hein, ont été réalisés selon les chiffres du gouvernement entre 2012 et 2019. Mais on se rend compte que c'est loin d'être suffisant. La preuve, on annonce encore 443 000 emplois qu'il faudra créer. Au moins 200 000 demandeurs d'emploi sont enregistrés chaque année selon les statistiques officielles. Que faut-il faire d'après vous pour que l'emploi des jeunes ne soit pas comme ce tonneau des Danaïdes, là, c'est-à-dire qui ne se remplit jamais? Réformer l'éducation. Il faut absolument réformer l'éducation. Et effectivement, développer, si on veut, la formation professionnelle pour que les gens soient autonomes, puissent créer leur emploi, je pense et puis puissent travailler sur... Vous savez, c'est ce que les Indiens ont fait, hein. Il y a beaucoup de travail qui sont sous-traités en Inde. Donc, moi, je dis que la formation professionnelle doit être une priorité. Mais par exemple, l'enseignement général qui te permet de sortir et de ne pas savoir quoi faire de ta vie, ce n'est pas un problème, c'est un problème. Et puis ensuite, il y a l'économie verte. On ne travaille pas là-dessus beaucoup. Et puis maintenant aussi, il y a... Vous savez, on va avoir de plus en plus de problèmes avec l'intelligence artificielle. Donc, il faut anticiper avec les technologies nouvelles et qui vont de plus en plus... Exactement. Qui poussera les entreprises à ne plus recruter. À ne plus recruter. Et donc, il faudrait peut-être voir dans le domaine de ce qu'on appelle l'économie durable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le temps qui est libre, et également pour avoir, comme on dit aussi, si vous voulez, une qualité de la vie. La qualité de la vie, nous avons toutes les conditions pour l'avoir, mais on nous pollue la vie. Prenez Dakar, c'est un des endroits où, quand même, quand on regarde l'environnement, le contexte, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, avec l'environnement et la pollution qu'il y a à Dakar, on est malade. Comment renverser le secteur et comment utiliser les gens pour, effectivement, l'économie verte et également l'économie durable? Je pense que c'est extrêmement important parce que de plus en plus, l'agriculture, la pêche aussi, on a notre océan, nos ressources. Toutes nos ressources, vous prenez les ressources minérales, les ressources foncières, tout, de plus en plus, les gens viennent les prendre. On n'en profite pas. Il y a une grande question. La grande question, c'est comment nous approprier de nos ressources pour que tout le monde en profite. Parce que la plupart des gens qui vont en Europe ces derniers temps, c'est les gens qui ne peuvent plus vivre de la pêche. Il me semble que les accords de pêche, on doit les revoir. Et en même temps, revoir la manière dont, si vous voulez, certains pays ou certains entrepreneurs étrangers utilisent les Sénégalais qui ont des bateaux de pêche, mais en fait, pour profiter à d'autres. Je pense qu'il y a pas mal de choses dans le secteur de la pêche qu'il faut voir, dans le secteur des ressources minérales qu'il faut voir, étudier dès maintenant, et même les relations avec l'environnement aussi, parce que toutes ces questions, on ne les approfondit pas. On dit on a du pétrole, on commence. Vous avez vu ce qui est arrivé avec le gaz. Toutes ces questions-là, ce sont des questions majeures, mais c'est extrêmement rare, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans le débat public, que les questions écologiques, les questions d'environnement se posent alors que nous avons l'érosion marine. Nous avons effectivement aussi la question des inondations. Nous avons le changement climatique.
qui ne fait jamais débat. Et nous sommes, nous, les Africains, parmi les pays qui n'ont pas provoqué cette situation, mais qui en subissent le plus les conséquences. Le président a annoncé 65 000 emplois. Ça, c'est des emplois que l'État veut créer à partir du mois de mai prochain. Mais quelle marge de manœuvre aura l'État face à des bailleurs de fonds comme le Fonds monétaire international qui veillent sur les équilibres? Tout le problème que nous avons, nous autres Africains, il est là. C'est la capacité pour les Africains d'avoir, si vous voulez, la main sur leur économie. C'est-à-dire de ne pas se faire dicter ce qu'ils doivent faire ou d'avoir les contraintes par rapport aux bailleurs de fonds extérieurs. Il me semble que pour l'éviter, il faut être unis. C'est-à-dire que si les Africains, l'Union, par exemple la CEDEAO, négocient avec la Banque mondiale de façon globale et non pas pays par pays, je pense qu'il y a une capacité de négocier et d'avoir des autonomies, d'avoir une autonomie et de dire voilà ce qu'on veut faire et voilà, d'avoir des capacités de négociation sur ce qu'ils doivent faire. Mais sinon, c'est très compliqué. Mais en même temps, il faut le dire, hein, nous avons une grave crise de la gouvernance. Hein, une grave crise de la gouvernance un peu partout, dans tous les secteurs, qui font que réfléchir sur cette crise et trouver les marges de manœuvre qui nous permettent de plus en plus, effectivement, de mettre l'argent là où il faut, pour la jeunesse, pour les femmes, parce que c'est les segments de la société les plus touchés. Le chef d'État a dit tolérance zéro. Il faut aller au-delà des slogans. Le grand problème que nous avons, c'est ça. Ça veut dire que nous avons de très bonnes résolutions. Nous avons un très bon discours. Mais ça ne va pas au-delà. Et il me semble que ça demande une très grande réforme de notre propre administration. Souvent, vous pouvez venir être chef d'État avec de très bonnes résolutions et vous êtes confronté, si vous voulez, à l'exercice du pouvoir et à des institutions que vous avez trouvées là qui font que vous êtes bloqué. On attend toujours d'ailleurs cette réforme. Hein. Il y a eu un forum il y a 2-3 ans sur justement la réforme de l'administration qui est toujours attendue. D'abord la formation. Vous savez, la France est en train même nous ne faisons que copier les institutions françaises, les écoles françaises, etc. La France aujourd'hui est en train de réformer oui. l'ENA, de réformer pas mal d'écoles de formation. Oui. Eux-mêmes sentent effectivement qu'ils ont une administration sclérosée, mais nous, c'est pire. Oui. Non seulement c'est la sclérose, mais c'est aussi la corruption. Ça, il faut avoir le courage d'appeler les choses par leur nom. Et la corruption est un véritable cancer. Ce n'est pas seulement le Sénégal. Hein. Moi, je travaille dans tous ces pays du Sahel et je pensais qu'il y avait des secteurs ou des institutions qui échappaient à ce cancer. Et quand, par exemple, dans les armées du Sahel, vous voyez effectivement des détournements de fonds pendant des moments de grève, vous vous dites, c'est grave. Donc, il me semble que alors qu'il veille sur notre sécurité, sur l'intégrité de nos territoires. Et ça fait la fragilité des armées par rapport aux djihadistes. On va parler de ce sujet tout à l'heure. Je sais que vous piaffez d'impatience pour aborder ce sujet. Nous allons quand même rester très rapidement sur ce conseil présidentiel en abordant le volet peut-être bâton, parce qu'on parlait tout à l'heure de carottes. Le chef de l'État, parlant des émeutes qui ont eu lieu en mars dernier, d'abord a lancé un appel à la citoyenneté, à la jeunesse, mais il dit « Le Sénégal est une grande démocratie, sinon on aurait sombré avec un bilan plus catastrophique. Ce qui s'est passé ne se reproduira plus. » C'est le chef d'État qui parlait ainsi. Moi, j'écoute toutes les parties après la crise. Je les écoute. Ça, c'est un tout petit peu une réponse par rapport effectivement à des déclarations qui sont faites. Sonko fait aussi des déclarations itératives. Il faut qu'on règle ce problème très vite, personne ne m'empêchera, machin, etc.
Donc nous avons une réponse du berger à la bergère. Ce n'est pas la solution et c'est une impasse. Ça veut dire qu'on n'a pas encore pris la mesure, si vous voulez, de la gravité de la crise que nous avons passée. C'est une crise extrêmement grave, où nous avons vraiment touché les limites vraiment de fonctionnement de nos institutions publiques, toutes les institutions d'ailleurs. Quand vous regardez, je pense que ce serait bien que des journalistes ou des cinéastes reprennent et revisualisent cette affaire pour qu'on se rende compte que, franchement, je dis, tous les partis politiques, toute obédience confondue, ils sont totalement à côté. Il nous faut tirer les leçons de cette crise. Les leçons de cette crise, ce n'est pas une question de revanche, ce n'est pas une question aussi de montrer les gros bras, ce n'est pas une question de menace et de dire qu'on va résister. On est complètement à côté. Je pense que cette attitude est très décevante par rapport à toute la classe politique. Vous pensez que les gens n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi que cette crise nous donne une opportunité de faire une véritable rétrospection, de diagnostiquer qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, parce que ce pays était en train de basculer. Donc, il nous faut diagnostiquer ensemble qu'est-ce qui n'a pas marché. Oui, est-ce que le président qui est le garant des institutions, comme on dit, n'est pas dans son rôle de dire « cela ne se reproduira plus ». C'est dans son rôle. Oui. Il est absolument dans son rôle. Mais il me semble que c'est le ton combinatoire, peut-être qui fait défaut. Et vous savez, les éléments de langage aussi, c'est extrêmement important. Ça ne se reproduira plus parce que je vais prendre les mesures les plus conformes avec vous, avec l'ensemble des Sénégalais, pour que ça ne se reproduise plus, qu'on réfléchisse, qu'on tire les leçons ensemble. Cela ne doit pas être perçu comme une menace, quoi. Vous savez, il faut faire extrêmement attention. Le pouvoir personnel n'est pas possible. Et puis, dès que vous vous mettez dans une situation de pouvoir personnel, vous allez voir les limites tôt ou tard. Parce que le pouvoir, il n'est pas personnel. Le pouvoir, il est dispersé. Quand vous pensez dans la représentation que vous faites du pouvoir, que j'ai tous les pouvoirs, le jour où ça vous échappe, vous êtes complètement dépassé. Ça ne tient qu'à un fil. Qu'à un fil. C'est pour ça que nous avons besoin des organes de régulation. Je reviens sur la question de la corruption. Je pensais que vous revenez sur ça. Et effectivement, que le bâton que devait porter sur ça. Le bâton, c'est effectivement, on a vu effectivement l'histoire de Jakarta. Les détournements de fonds, les détournements d'objectifs, on a vu la DER. À plusieurs reprises. Ça a été annoncé, on s'est rendu compte, d'après les gouverneurs, que cela n'a pas été fait. Et puis, comment il s'appelle, mon ami, le jeune Birahim Seck, il dit « Boulentot Karti ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des organes de régulation de lutte contre la corruption. Il faut réfléchir pour que ces organes-là fonctionnent de manière à ce que le bâton aussi, par rapport à la question de la corruption, qu'on soulève le bâton. Moi, j'ai lu, on dit « Ah, Mansour Faye est en colère ». Et que les gens vont être sanctionnés. Mais on attend. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de sanctions par rapport à ces dérives. Et ça, c'est important. Question quand même de nos followers Oui. sur la page Facebook de cette émission. Ibrahima Anne, je voudrais savoir si le combat pour l'insertion des jeunes devait être un combat du président ou plutôt de la nation tout entière avec toutes les entités qui peuvent y participer. Il me semble que si tous s'activent, société civile, entrepreneurs et autres bonnes volontés, nous pourrons résoudre ce problème social et économique. Quelle en est la position de M. Tine? Omar Modisso, concernant l'insertion et l'emploi des jeunes, ce n'est pas nécessaire de prendre une journée pour chercher des solutions à cette équation. Il fallait décentraliser ce conseil dans toutes les régions du fait de la particularité de chaque zone. Et puis, Mor Mansali, la seule solution prouvée et éprouvée pour créer des emplois est une politique monétaire qui facilite le crédit aux entreprises productives de biens et de services. Ce que le régime de Macky Sall fait ne crée pas des emplois productifs, mais des occupations temporaires ou emplois budgétivores de la fonction publique. Commençons par Mor Mansali. Je suis totalement d'accord avec Mor Mansali. Moi, je dis il y a des propositions qui ont été faites par Diami Réumi. Je les ai vues là-bas, j'étais assez content, avec Cheikh Oumar Sy. Oui, donc, moi, j'ai vu des propositions. C'est l'affaire de tous. C'est pour ça que c'est bon que la société civile, que toutes les personnes
qui sont professionnels, qui ont de bonnes idées. Il y a eu quand même un peu de débat aussi, comme je suis à Twitter, où j'ai lu des propositions qui sont faites. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les propositions qui manquent. Et les propositions, ce n'est pas, si vous voulez, la chose du président. C'est au président aujourd'hui d'organiser un contexte de débat où il peut prendre toutes les bonnes idées. C'est l'affaire de tous, c'est la préoccupation d'Ibrahima Anne et Oumar Modisso qui dit est-ce qu'il ne faut pas décentraliser, aller vers les jeunes, les trouver dans leur milieu parce que chaque zone a sa particularité. Mais excellente idée. C'est que nous, d'abord, c'est-à-dire que les États africains, leur problème, surtout les États post-coloniaux, c'est la décentralisation. Tout est centralisé dans les capitales. Les ressources humaines, même les ressources naturelles, on va les prendre à Kédougou, qui va être très, très pauvre, et on revient. La décentralisation, ce sera la clé, si vous voulez, demain. La clé pour résoudre la plupart des problèmes que nous avons, économiques, sociaux et culturels, c'est la décentralisation. Je suis d'accord avec lui à 100%. Le volet politique de notre émission, le jury du dimanche, le débat sur le fichier électoral qui refait surface à l'UNTIN avec un désaccord entre le pouvoir et l'opposition sur la date des locales entre décembre 2021 et janvier 2022, une différence d'un mois, et les deux partis ne s'entendent pas. L'opposition qui dit qu'il faut tenir ces élections en décembre, après plusieurs renvois, il faut quand même le noter. Le pouvoir qui propose plutôt que ça se tienne en janvier 2022. Pour moi, c'est hallucinant. Est-ce qu'on doit être en désaccord sur un mois? J'ai dit c'est hallucinant. Ouais. Que ce débat existe. C'est totalement absurde par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et le premier des défis, c'est, si vous voulez, la crise de la démocratie. La démocratie est en crise à cause... Un des symptômes, c'est déjà un débat de cette nature qui n'a pratiquement pas de sens. Qui ne tiennent pas à bonne date, mais aussi des querelles sur, à la limite, des détails. Nous avons une véritable crise du suffrage universel. Toutes les élections qu'on a eues en Afrique de l'Ouest, pratiquement, je peux étendre, hein, les gens ne sont pas d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, ce qui est grave, c'est 80%, si vous voulez, les gens gagnent avec 80% au premier tour. C'est-à-dire que nous sommes dans une crise extrêmement grave. Et le Sénégal doit réfléchir sur les pathologies de la démocratie, sur la crise du suffrage universel, pas seulement sur des détails. Et ensuite, on peut revenir sur les détails. Mais ça veut dire que la démocratie est en crise partout dans le monde. Les gens n'ont pas de solution. Justement, qu'est-ce que vous dites au pouvoir et à l'opposition sur ces élections locales? Quand l'opposition qui dit non, il faut que ça se tienne en décembre, le pouvoir qui dit plutôt janvier 2022, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Pour nous, en tout cas, je pense que ces débats, de mon point de vue, c'est par le fait qu'on n'a pas respecté d'abord le calendrier électoral. Il me semble qu'il faut le souligner, c'est important. Il est très important, quand nous avons un calendrier électoral, de respecter le calendrier électoral. Absolument. Et maintenant, on a toutes les conséquences. Avec des maires dont la légitimité aujourd'hui est douteuse. Totalement douteuse. Oui. Je pense que ça, c'est la première des pathologies, c'est ça, le non-respect du calendrier électoral. C'est que nous venons d'une crise aiguë qui montre effectivement que, en réalité, les institutions ont failli. Vous pouvez le prendre depuis au niveau de la présidence. Vous prenez l'Assemblée nationale. Comment ça a fonctionné? Vous prenez les autres. Donc, nous avons besoin, je me dis, après cette crise, de travailler, sur une bonne analyse, sur les leçons à tirer, et à partir de ce moment-là, d'avoir une transition pour dire comment on va changer, comment on va refonder le Sénégal. Justement, parce qu'après c'est... Oui, allez-y. De cette refondation et de ce débat, ça permet de régler ces crises. Parce qu'en fait, nous avons aujourd'hui un dialogue politique aujourd'hui qui est en panne. Ça veut dire qu'on puisse avoir un débat de cette nature, ça montre qu'on est dans l'impasse dans ce dialogue politique. Justement, c'est pourquoi je voulais... Parce qu'il y a les locales,
Mais il y a les législatives qui vont arriver en principe en juillet 2022 et puis la présidentielle de 2024 au mois de février. Mais finalement, ce calendrier électoral est devenu un défi, finalement. Là où il aurait dû être une banalité. Exactement. Voilà. Tout ça, ce sont des symptômes. Vous savez, quand vous avez une maladie, vous avez des boutons qui sortent. C'est les boutons de la démocratie qui sortent. Maintenant, comment les régler? Vous ne pouvez pas les régler si vous ne diagnostiquez pas. Quelles sont effectivement les causes profondes de cette histoire? Et les causes profondes, c'est le système dans lequel nous sommes, avec un homme fort. Écoutez, nous sommes dans une logique de pousse-toi que je m'y mette. Mais il faut effectivement, quand cette logique est en panne, et commence à produire la violence et du non-sens, il faut s'asseoir et dire, mais attendez, comment on va corriger ça? On est dans ça. Vous savez, on a eu une suite d'alternance. On a comme l'impression qu'on sort d'une alternance et on va dans une autre alternance. On a pratiquement les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'on tourne en rond. Justement, est-ce que le pousse-toi que je m'y mette n'est pas symptomatique d'une absence de projet de société? Mais exactement. C'est même ça. C'est même non seulement absence de projet de société, mais absence de sens. On compte sur la chance au Sénégal. Non, le sens. Oui, je dis on compte sur la chance au Sénégal. Il faut arrêter. Dans une quête du sens, justement. C'est là qu'aujourd'hui, dans tous les pays qui nous entourent, dans la plupart des pays du monde, les gens sont confrontés presque au même problème. Parce qu'en Europe, c'est l'extrême droite. C'est-à-dire que quand la démocratie est malade, on se dit, tiens, on va trouver un remède. Je donne l'exemple des États-Unis facilement. La démocratie était malade aux États-Unis, on a dit le remède c'est Trump. Donc, des fois, des remèdes pires que le mal. Donc, il faut aujourd'hui, vraiment tranquillement, parce qu'on avait fait cet exercice en 2008-2009 avec les assises nationales. Depuis qu'on a mis de côté cette feuille de route, on ne sait plus où aller. Il faut qu'on remette cette feuille de route sur place, tranquillement qu'on s'assoie, qu'on soigne toutes les maladies et qu'on reparte. Je pense que parmi les maladies même, c'est l'excès de partis politiques que nous avons. Les démocraties qui marchent, c'est les démocraties qui ont 2 ou 3 partis. Il faut qu'on réfléchisse. Là aussi, c'est le manque de sens. Et quand tu regardes, excuse-moi, depuis les partis où les gens ne préparent pas la succession, où c'est des ruptures, les numéros 2 qui partent, ça c'est depuis les années 60. Et puis ensuite, qui se fragmentent, qui vont dans tous les sens. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait quand les gens y sortent? Ils s'organisent, ils se positionnent pour essayer de retourner au pouvoir pour avoir des postes. Cette logique-là, il faut qu'elle soit cassée et qu'on réfléchisse globalement sur l'ensemble du mal, si vous voulez, sénégalais ou du mal mondial en matière de démocratie et qu'on essaye ensemble de trouver les solutions. Moi, assis ici, je ne peux pas vous dire que la solution, c'est ça. Justement, solution, quand on regarde ce calendrier électoral, des locales qui vont se tenir entre décembre 2021 et janvier 2022, des législatives qui vont arriver presque 7 mois plus tard, en juillet 2022, une élection présidentielle prévue en février 2024. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce calendrier électoral qui risque d'être problématique? Mahmoud, vous ne m'avez jamais vu discuter sur le calendrier électoral. Parce que pour moi, l'urgence, c'est une transition. C'est-à-dire? Soyez plus précis. Plus précis, ça veut dire qu'on organise des assises, qu'on regarde qu'est-ce qui ne va pas, une bonne introspection, et on essaye de soigner le Sénégal pour la durée. Que faites-vous du dialogue national? Le dialogue national, ça aboutit à... même des assises nationales qui se sont tenues il y a quelques années. Il faut encore des assises? Prenons ce qu'il y a de bien dans les assises nationales. Mais réfléchissons d'abord sur cette crise qui est passée. Est-ce qu'on a tiré collectivement les leçons de cette crise? Est-ce qu'on a considéré cette crise comme une opportunité? C'est parce qu'on n'a pas considéré cette crise comme une opportunité pour réfléchir, trouver des solutions, qu'en ce moment, on s'enlace. On est en train de s'enliser de plus en plus avec des questions de détail. Sur le fichier, sur la date et autre chose. Vous m'excusez? Moi, je trouve que ce débat-là, par rapport effectivement aux problèmes que nous avons, c'est vraiment du détail et c'est passé à côté. Très bien. Le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr, après le décès du doyen des juges Samba Sall,
On a entendu le leader de PASTEF dire qu'il faut nommer au plus vite ou désigner au plus vite un nouveau juge d'instruction. Vous savez, quand quelqu'un meurt dans l'administration, forcément, il est remplacé au niveau de l'État. Moi, je pense que les choses vont venir. Naturellement, ça doit venir naturellement. On ne doit même pas se poser la question, de mon point de vue, si effectivement l'État fonctionne concrètement. Oui, mais on sait quand même dans ce dossier, il y a un premier juge d'instruction, Mamadou Seck, on a suivi, qui s'est désisté en évoquant des raisons liées à sa parenté avec une des parties, Ousmane Sonko. Le doyen des juges d'instruction, Samba Sall, est décédé. C'est pour ça qu'il y a des questions autour de ce dossier. Mamadou, je suis très content que tu me poses cette question. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, j'ai été effectivement avec les magistrats qui ont organisé un grand débat sur la réforme de la justice. De mon point de vue, il est évident qu'on a besoin d'une réforme de la justice, même si c'est un débat qu'on pose. Nous avons besoin de nous reconnecter. C'est-à-dire que si c'est une question de justice qui a amené la crise, ce n'est pas la cause profonde, mais en réalité, c'est ce qui a permis le déclenchement de la crise. Donc nous avons besoin aussi de regarder la justice, mais de regarder ça sereinement. Et de mon point de vue, je m'adresse à toutes les parties, autant à Ousmane Sonko, parce que nous avons besoin aussi, dans la sérénité, dans la réflexion, de voir qu'est-ce qui ne va pas et de le corriger. Et de voir l'État aussi. Sa responsabilité, c'est de faire en sorte que nous ne puissions pas avoir d'autres problèmes de ce point de vue. Parce que, moi je le dis, les problèmes que nous avons la justice pénale, qui est souvent instrumentalisée pour mettre de côté. Je te parle de la région. Aujourd'hui, j'ai parlé ici, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un truc sur Talon, toute l'opposition, au Bénin. Vous avez ça également au Niger. Ici, on l'a eu dans le passé. Donc, il nous faut travailler de manière à ce que la justice pénale ne soit pas instrumentalisée ni par l'État, ni également par une partie. Je pense que c'est extrêmement important. La justice constitutionnelle aussi. Parce que la justice constitutionnelle aussi va dire tel peut être candidat, tel peut ne pas être candidat. Donc, au total, les causes profondes qui ont créé la crise, il faut qu'on les analyse et vraiment qu'on s'assoie ensemble pour que demain, que Sonko aille devant la justice, et il faut qu'il aille devant la justice. C'est extrêmement important, nous en avons besoin. Et que si la justice décide, que tout le monde, à l'unanimité, dise tiens, on est d'accord. C'est le problème que nous avons, que les Américains ont eu avec leur chef d'État, qui est le président le plus puissant du monde. C'est la justice et le droit qu'il a réglé, y compris ses propres partisans. Vous avez des justices, des républicains qui sont juges. Ils lui ont dit à vous, le droit américain ne vous permet pas de faire ce que vous avez fait. Vous avez perdu les élections. Le jour où on aura des juges aussi, parce que là aussi c'est un problème, des juges suffisamment mûrs pour ne être instrumentalisés ni par le pouvoir, ni par l'opposition, ni par d'autres forces. Peut-être on avancera un peu. C'est très difficile, c'est un idéal. Retrouver la confiance dans la justice. Il nous faut retrouver la confiance dans la justice, exactement. Alioune Tine, on va parler du Tchad. On a une quinzaine de minutes. Le jury du dimanche qui reçoit donc Alioune Tine, il est le fondateur d'Africa Jom Center. Il suit beaucoup les questions liées au terrorisme, les questions sous-régionales et même continentales. Idriss Déby mort donc au Tchad. L'annonce de son décès a été faite mardi dernier. Mais ma première question d'abord, avez-vous des doutes sur la version officielle, c'est-à-dire qu'il est mort au front? Vous savez, Déby, c'est un personnage de légende, un personnage épique qui a pratiquement construit, si vous voulez, cette figure sur sa capacité et la capacité de son armée vraiment à se déployer un peu partout en Afrique. Et sa mort, c'est une mort tragique et c'est une mort suspecte. C'est pas moi qui le dis, c'est les Américains. Les Américains estiment effectivement que cette mort est suspecte.
c'est aussi ce que dit l'opposition, parce que les gens demandent effectivement qu'une enquête soit ouverte. En quoi serait-elle suspecte? Bon, c'est très difficile à dire à l'heure actuelle. Mais le grand paradoxe dans cette affaire, c'est ça aussi, et qui mérite réflexion. Vous savez, la guerre, c'est une façon de faire la politique. Hein. Et ici, nous avons deux choses. On nous a annoncé qu'il a gagné les élections avec près de 80%. Et le lendemain, on nous dit effectivement qu'il a été tué. Et dans le cadre d'une guerre civile. C'est ça le paradoxe. Et c'est ça qui mérite réflexion. Cela rappelle un peu le scénario RDC. Exactement. Avec Kabila père et fils, Togo, etc. Et il y a beaucoup de choses, même la succession, la manière dont ça s'est fait sur la patrimonialisation de l'État. Oui, la junte qui a pris la décision de suspendre l'ordre constitutionnel, de garder le pouvoir pour au moins 18 mois, avec à sa tête Mahamad Idriss Déby, fils d'Idriss Déby Itno. Exactement. Donc aujourd'hui, vous savez, ce qu'il faut réfléchir, c'est que Déby et le Tchad, c'était pratiquement les garants de la sécurité au Sahel et sur le bassin du lac Tchad. Aujourd'hui, ce sont les gens du G5 Sahel et de la France qui sont garants de la sécurité du Tchad. Il a fallu effectivement la mort de Déby pour qu'on rappelle les 1200 soldats qui étaient effectivement dans la zone de Liptako-Gourma pour sécuriser le Tchad. Et ce n'est pas fini. Après le coup d'État, c'est-à-dire que politiquement c'est un échec. Un coup d'État, c'est un échec politique, pris par les militaires. Il y a une grande polémique. C'est un coup d'État pour vous? Mais bien sûr que c'est un coup d'État. Vous avez dissous le Parlement, vous avez dissous l'Assemblée nationale, vous avez dissous le gouvernement, vous avez instauré le couvre-feu et vous avez fermé les frontières. Et vous êtes venu prendre le pouvoir à la place du président de l'Assemblée nationale. Comment on l'appelle? C'est un coup d'État. Et même l'Union africaine a dit, mais il faut restaurer l'ordre constitutionnel. L'Union africaine est absente. Elle est presque morte. Elle n'existe plus, justement, à cause des présidents. Parce que l'Union africaine est dirigée par Faki, qui est du Tchad aussi. Ce qu'on a vu, c'est plutôt une présence remarquable et remarquée du président français Emmanuel Macron aux obsèques d'Idriss Déby. Justement, le rôle de la France qui est mis en cause, malgré ou à cause de la présence du président Macron aux obsèques d'Idriss Déby, et qui a dit voilà, que le G5 Sahel va continuer à soutenir le Tchad. Votre commentaire? Le Tchad, c'est quoi pour la France sur le plan géopolitique et sur le plan militaire? Il me semble qu'il faut se poser cette question. Parce que Déby est arrivé soutenu par la France dans les années 90. C'est clair. Et aujourd'hui aussi, 2007-2008, la France l'a soutenu. On ne connaît pas quels sont exactement les accords de défense. Et 2019, récemment, les colonnes qui arrivaient ont été arrêtées, je pense, dans le Tibesti, parce qu'ils ont été pilonnés par, effectivement, les Français. Donc, je pense que ce qui garantit la sécurité, en dépit de la force et en dépit de l'image qu'on se fait, bien entendu, de l'armée du Tchad, sans la France, il y a des problèmes internes. Mais justement, soutien français qui n'a pas empêché la mort de Déby, aidez-nous à comprendre, parce qu'on a parlé, on parle de cette rébellion, le FAT, qui est soutenu par le général maréchal Haftar, c'est ça, en Libye, qui lui-même est soutenu par la France. Et c'est dans ces circonstances qu'on a annoncé le décès d'Idriss Déby Itno. Pour moi, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pour moi, il n'y a qu'une enquête indépendante, internationale, qui peut aider effectivement à faire jaillir la vérité sur la mort d'Idriss Déby. Je ne vais pas faire de trucs là-dessus. Mais ce que je veux dire, il faut aider les pays à avoir des démocraties et des institutions qui fonctionnent. Si la mort d'un homme devient une espèce de menace pour son pays et pour toute la région, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faut changer. On parle des conséquences de cette disparition. Et le fait effectivement de miser sur le tout sécuritaire, et c'est un échec, il faut prendre acte.
Et c'est aux Africains eux-mêmes aujourd'hui de réfléchir. Parce qu'en ce moment, on est carrément dans le désarroi. On va se dire, mais que va devenir le G5 Sahel sans débit? Cette disparition de débit est un échec du tout sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Ça, c'est un. Et la deuxième, Oui. c'est qu'en réalité, on ne peut pas compter sur une force étrangère pour sous-traiter sa propre sécurité. Et l'Afrique sous-traite sa sécurité. Et il me semble qu'il faut y mettre un terme. La réflexion doit être, quelles sont les stratégies aujourd'hui pour, si vous voulez, la sécurité régionale? Parce qu'il faut parler de sécurité régionale. Sécurité nationale, ce n'est pas suffisant. Ou la sécurité du continent par rapport aux menaces qui sont actuelles. Et quelles sont les réponses africaines? On n'en a pas. L'Afrique n'a pas la main sur le Sahel. Et il me semble que ces problèmes-là ne sont jamais évoqués par les partis politiques. Les questions de sécurité, ce sont les questions de demain. Justement, pour être précis à l'UNTIN, c'est vrai, j'avais oublié cette question de Cheikh Omar Badji, vous y avez répondu, qui disait qui est derrière la chute de Déby, mais plus loin, de manière plus simple. Quelles pourraient être les conséquences de la mort d'Idriss Déby, justement, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, mais dans la sous-région surtout d'Afrique de l'Ouest, puisque vous travaillez beaucoup aussi sur cette région, le Mali, vous êtes régulièrement en Guinée, on a vu ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire avec une attaque terroriste également. Au Sénégal, il n'y a pas longtemps, il y a eu un démantèlement d'une Katiba. Alors, quelles pourraient être les conséquences de cette mort de Déby? C'est une vulnérabilité globale, sous-régionale, et c'est une vulnérabilité également au Tchad. Mais bien sûr, parce que l'armée est divisée au Tchad. Et toujours, c'est les mêmes problèmes. Vous savez, les gens du FACT, c'est les Goran, qui ont été chassés effectivement par les Agawa, et qui reviennent. Je schématise globalement. Mais ce qu'il faut faire... Les Goran, c'est l'ethnie du Sénabré qui est là, on en parlera tout à l'heure. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est effectivement faire de grandes assises pour repenser ce qu'on appelle les transitions démocratiques, repenser les États. On ne peut pas avancer si on ne procède pas par une réflexion globale sur qu'est-ce qui nous arrive, quelles sont les causes profondes de ces crises, quelles sont les réponses qu'il faut, et des réponses collectives, des réponses régionales aussi. Parce que la crise de Déby en ce moment, c'est quoi? C'est que les institutions ne fonctionnent pas, c'est que l'État est en danger, sa sécurité est en danger parce que les gens ne s'entendent pas. Oui, mais justement, le paradoxe qu'on note à l'UNTIN, si nous prenons le Tchad et le Mali, d'abord il y a une junte qui est là, qui gère une période de transition. 18 mois au Mali, c'était également ça qui avait été convenu. Là, la junte militaire au Tchad parle de 18 mois également de transition. Et en même temps, on voit des chefs d'État qui sont réélus avec 80% sur le continent. Comment vous pouvez expliquer ce paradoxe? C'est ce que j'ai écrit. Oui. J'ai dit que le Mali, c'est le miroir de tous les États de l'Afrique de l'Ouest, même si c'est un miroir déformant. Ça veut dire que les problèmes qu'il y a au Mali, il faut y réfléchir. Le Mali, c'est des élections et le coup d'État. Le Tchad, c'est les élections et le coup d'État. C'est le coup d'État, c'est un coup d'État. Oui, et puis même la mort tragique de Déby. Il est évident que quand nous avons ça dans notre sous-région, quand ça se répète, et qu'on n'en tire pas les conséquences, ça veut dire que si on ne fait pas attention, demain, on va se dire, après le Tchad, ça va être quel pays? La légitimité ne se mesure pas forcément par la force des armes, mais peut aussi par le pourcentage qu'on a obtenu aux élections. Pas forcément. Oui. Donc nous devons réfléchir et, comme on dit, soigner nos sociétés et nos démocraties pour avoir plus de paix, plus de vivre ensemble, plus d'entente. Ça veut dire que si on a le Tchad ou le Sénégal, il faut qu'on ait des accords très profonds sur un certain nombre de choses pour nos institutions. Pour que quand on va dire, écoutez, tel a gagné les élections, comme au Cap-Vert, vous savez, au Cap-Vert, il y a eu des élections législatives, c'était également pour gouverner. C'est passé inaperçu. Personne ne s'est rendu compte. Et il y a quelqu'un qui a gagné les élections, l'autre lui a dit, mais écoute, je reconnais ma défaite, et
vraiment félicitations. On n'a plus ça. C'est devenu une banalité. Aujourd'hui, c'est 80%. Oui. Et c'est des gens qui sont en prison, c'est des gens qui sont morts. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, le Sénégal qui a traversé cette crise-là, c'est une chance pour le président Macky Sall de dire, tiens, voilà, nous, on va essayer d'inventer un modèle qui va être suivi et qui permettra à l'Afrique de voir la lumière. Et ce que les Africains attendent aussi. Macky Sall qui ne s'est quand même pas rendu à N'Djamena aux obsèques, il s'est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères, Mme Aïssata Tall Sall, et le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba. C'était ça qu'il fallait faire au plan diplomatique? Je le pense. Je pense qu'il avait le problème de son conseil présidentiel. Oui. Et je pense que c'est un bon prétexte aussi. Oui. Sidiki Kaba y a été, il connaît bien quand même la situation. C'est le ministre des Armées, le ministre des Affaires étrangères était là-bas, c'est bien. Mais il y avait tous les membres de G5 Sahel. Oui, et puis le Sénégal qui a toujours eu une attitude assez réservée par rapport au G5 Sahel aussi. Attention, le Sénégal, c'est la Mauritanie du temps de Aziz qui disait que... Oui, d'accord. Oui. Voilà. Oui, que le Sénégal ne doit pas y être, mais voilà. On a également remarqué que Dakar, on n'est pas pressé d'adhérer au G5 Sahel non plus. Hein? La question de fond, moi je te dis en toute franchise, le G5 Sahel aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, si vous voulez les initiatives pour que ça marche, il faut Macron. Limite, c'est Macron le patron du G5 Sahel, qu'on le veuille ou non. Je veux dire que son rôle, le rôle de la France est extrêmement important. La France n'est pas du Sahel. Le rôle de la France, sur le plan de la sécurité, sur le plan également diplomatique, et sur le plan également de la recherche des moyens, c'est très important. Et c'est moi qui veux insister sur le fait que la France n'est pas du Sahel. Exactement. Sauf si on m'expliquait que la carte du monde a changé. Ça a affaibli, je le dis en toute sincérité, en tant qu'analyste, ça a affaibli et la CEDEAO, qui s'était représentée au Mali, et l'Union africaine. Il est temps que l'Union africaine et la CEDEAO, vous savez que l'Afrique prenne ses initiatives par rapport aux questions sécuritaires. Il nous reste 2 minutes. Hissène Habré, qui est au Sénégal, qui a été jugé, condamné à perpétuité. Et récemment, il y a eu une demande pour qu'il puisse bénéficier d'une liberté conditionnelle. L'ONU s'y est opposé, mais il faut dire aussi que la justice sénégalaise n'a pas suivi l'ancien président tchadien dans ce sens. Il me semble que vous n'étiez pas opposé à cette libération. Pas du tout, comme au premier. Avec ce qui vient de se passer au Tchad, est-ce qu'il faudrait envisager, mais sérieusement, de remettre Hissène Habré en liberté? Je n'envisage pas de mettre Hissène Habré en liberté définitivement. Moi, je parle du détenu qui a quand même 78 ans, ou plus, qui a les maladies de son âge, lui accorder, je dis, une liberté provisoire, parce que ce n'est pas demander la lune, c'est une question humanitaire. C'est comme ça que je le vois. Et qu'il reste au Sénégal? Mais bien sûr qu'il reste au Sénégal. C'est vrai qu'il a demandé 6 mois. Le mois de Ramadan, je pense que ce n'est pas demander la lune. Moi, je défends les droits des détenus. Il est évident que je suis en phase totale avec les victimes pour, si vous voulez, avoir les indemnités qui lui sont reconnues par la Cour. Et il faut effectivement que les États fassent tout pour que les compensations vraiment soient, pour que la décision de justice concernant les compensations soit exécutée correctement. Mais en même temps, en tant que détenu, moi j'estime qu'il a des droits et ces droits, il faut les respecter. Et s'il demandait à retourner au Tchad une fois? Non, il ne peut pas. Dans le cadre actuel, il est évident que dans le contexte actuel, il est évident qu'on peut consulter Hissène Habré. Comment il faut le faire? Par quelle voie diplomatique? Par quelle voie? C'est sûr qu'il a toujours une certaine influence sur le Tchad. Et il a une influence sur les gens également qui sont en train de contester par les armes
d'Ivoire au Tchad. On va prendre 1 minute, mais pour répondre à 3 questions. La tension notée il y a quelque temps avec le voisin guinéen, avec la fermeture de la frontière décidée par le président Fakonde. Pour moi, il faut tout faire pour vraiment rétablir les bonnes relations entre la Guinée et le Sénégal. On en a besoin, tout le monde en a besoin. Je pense que la Guinée en a besoin, le Sénégal en a besoin. Et je pense que aussi on a besoin aussi de régler les tensions avec même la Guinée-Bissau. C'est très important. Opération de ratissage en Casamance de l'armée. Moi, je n'aime pas bien les opérations de ratissage. C'est sûr que la guerre est finie. La guerre en Casamance, elle est morte. C'est comme ça que je dis. Maintenant, il y a des séquelles, il y a la délinquance, mais il faut beaucoup de, comment dirais-je, d'initiatives politiques pour essayer effectivement de résoudre définitivement cette histoire à Casamance. C'est fini en Casamance. Le sentiment que certains ont que les organisations de défense des droits de l'homme soutiennent les LGBT. Écoutez, moi je ne parle plus des questions d'homosexualité ou de LGBT. Je parle aujourd'hui de la crise de la démocratie, je parle de la question de sécurité. Mais ces questions, j'ai décidé de ne plus m'exprimer là-dessus. Amadou Tidiane Kane qui vous pose une question qui va vous surprendre. Pourquoi Alioune Tine ne se présente pas à l'élection présidentielle de 2024? Écoutez, je ne suis pas c'est pas dans ma tête. Vous n'y pensez pas, même en vous rassurant. Je n'y pense pas. Je pense que j'ai dépassé l'âge. Aujourd'hui, je veux que les jeunes prennent les responsabilités, les nouvelles générations. Il y a des jeunes qui sont bien et qui aillent. Merci Alioune Tine pour cette note d'espoir sur la jeunesse sénégalaise et africaine. Alioune Tine qui est le fondateur d'Africa Jom Center, il était l'invité du jury du dimanche, présenté par Mamoudi Ouakan à la technique, toute une équipe à votre service. Ibomar Sen pour la prise de son, Augustin Séléman pour la prise de vue, Immédiat.sn avec Aliou Diouf pour le texte, photo, Abdoulaye Silla, réseaux sociaux, Birampoui Fatima Ba. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche.